Quel est le point commun entre un rendez-vous auquel vous ne pouvez finalement pas assister, Johnny Depp, Roman Polanski, une commande de nourriture qui ne vous convient plus, Mo à la squale ou encore Dirty Biology? Ils ont été ou ont failli être annulés. Le thème de la vidéo est à la mode, souvent à la une des journaux et décrié sur les plateaux télé. Vous l'aurez compris, aujourd'hui on parle de cancel culture. Avant tout, ne me cancelez pas pour cette vidéo s'il vous plaît. Honnêtement, c'est un sujet assez compliqué à aborder. Je vous l'ai déjà dit, je suis toujours ouverte au débat et pour le coup, la cancel culture est un vaste sujet qui n'a pas de réponse universelle et sur lequel il faut, à mon sens, prendre beaucoup de recul. Ce que je vais dire est susceptible de varier dans le temps et se joue au cas par cas et à la morale et la décence de chacun d'entre nous. Maintenant que cela est dit, plongeons dans les tréfonds de ce que certains appellent le nouveau totalitarisme, la cancel culture. Commençons par le commencement. Selon Wikipédia, la cancel culture, aussi appelée culture de l'effacement, est une pratique apparue aux États-Unis consistant à dénoncer publiquement, en vue de leur ostracisation, des personnes, groupes ou institutions responsables d'actes, de comportements ou de propos perçus comme inadmissibles. Ce que la cancel culture désigne varie selon les cas, selon l'accusateur, selon la victime, etc. Par ailleurs, le flou de ce qu'est la cancel culture nous pousse à mettre dans le même panier des pratiques extrêmement variées, ce qui mène à des débats stériles dans lesquels on passe plus de temps à se taper dessus qu'à s'écouter. Je vais faire de mon mieux pour éviter de faire ça ici, en définissant clairement ce dont je parle et en me focalisant sur une partie de la cancel culture, celle qui fait sans doute le plus couler d'encre en France. Pour faire simple, cancel quelqu'un, c'est arrêter de le soutenir et de lui donner de la force. Dans la majorité des cas, l'accusé est une personnalité publique, un politicien, un intellectuel ou encore un artiste. Et parmi les personnalités qui sont plus ou moins dénoncées ou cancelled, on peut par exemple citer le réalisateur Roman Polanski ou le producteur Harvey Weinstein. Ce concept prend de l'ampleur à la fin des années 2010 au travers des réseaux sociaux, que ce soit Twitter, Instagram ou d'autres, qui rendent possible le partage des cas jugés inacceptables. Une manifestation assez classique de cette culture est souvent représentée par le hashtag MeToo qui encourage le partage et la dénonciation d'expériences d'harcèlement et de violences sexuelles subies par des femmes. Mais la cancel culture ne se limite pas aux réseaux sociaux et prend de l'ampleur autour de phénomènes comme le déboulonnage, le vandalisme ou la destruction de statues de personnalités historiques jugées problématiques, souvent liées à l'esclavagisme ou à la colonisation, en particulier aux États-Unis. En France, la pratique existe, bien qu'elle soit moins importante qu'aux États-Unis et qu'elle soit régulièrement critiquée et rejetée. Puisque, vu comme un phénomène d'américanisation de la société, est quasi systématiquement associé au woke et à la bien-pensance de gauche. Cependant, ce phénomène de dénonciation publique d'une personne agissant à l'encontre du politiquement correct est loin d'être nouveau. On peut notamment penser au philosophe Spinoza qui est banni de la communauté juive au XVIIe siècle en raison de sa croyance. Et ça ne se limite pas à un phénomène de gauche. Il suffit de voir les nombreuses campagnes d'extrême droite qui s'en prennent par exemple à des féministes qu'elles veulent effacer. Mais avant de continuer, je pense qu'il est important d'éclaircir un point qu'on a tendance à oublier. Le terme de cancel culture, dès lors que l'on sort des cercles militants, peu importe leur bord, est un terme peu utilisé en France. Selon un sondage IFOP de 2021, seulement 11% des interrogés sont capables de définir ce terme et cela concerne majoritairement des 18-35 ans et les classes éduquées. Cela représente donc une part minime de la population. Littéralement, la cancel culture se traduit par culture de l'annulation et est souvent présentée par ses détracteurs comme une réécriture de l'histoire, de la censure ou même une volonté de vengeance. Ce phénomène, il est fréquemment critiqué sur les réseaux sociaux pour son manque de nuances ou le harcèlement qu'il engendre. Pour commencer, j'aimerais m'interroger sur l'une des activités sans doute les plus critiquées de la cancel culture, le déboulonnage des statues ou encore les questions sur les noms des rues. Selon moi, il est légitime de se demander si l'on souhaite continuer à afficher certaines statues dans l'espace public et à célébrer une personnalité ayant contribué à un crime contre l'humanité. Pour plusieurs historiens et chercheurs qui se sont intéressés à ces phénomènes, déboulonner une statue n'efface pas ces personnages historiques, comme certains semblent le croire, mais permettent au contraire de questionner la place de ces personnalités dans l'espace public. Que les statues soient dans la rue ou non, l'histoire s'exerce dans les musées, les centres d'archives, les livres, pas dans l'espace public où tout est soumis au pouvoir exerçant.
Déboulonner une statue est donc autant un acte historique qu'en ériger. L'idée n'est pas d'effacer une personnalité historique ayant contribué à un génocide, mais bien au contraire de s'en souvenir et de laisser aux opprimés l'histoire de l'oppression. Soyons sereins, les crimes de la colonisation, que les statues soient là ou non, seront toujours étudiés dans les manuels d'histoire. Ne confondons pas histoire, symbole et mémoire. Bon, j'ai parlé des cas historiques, mais ce dont on entend le plus parler sur les réseaux sociaux concerne des personnalités bien vivantes et souvent des artistes. Alors je me suis posé la question, légitime je pense, qui sont les victimes de la cancel culture? Y en a-t-il vraiment? Et si oui, sont-elles celles que l'on croit? L'un des exemples les plus connus est celui de Roman Polanski, réalisateur franco-polonais et considéré comme une pointure du cinéma avec des films à succès comme Rosemary Baby. Mais sa notoriété est tachée, c'est le moins qu'on puisse dire, par plusieurs affaires de viol, dont la plus célèbre est celle de Samantha Geimer. Cette dernière n'avait que 13 ans au moment des faits et Polanski est depuis considéré comme fugitif par Interpol pour abus sexuels sur mineurs. Il est vrai que cette réputation suit encore le réalisateur qui est rejeté par un certain nombre de personnes du secteur. Son dernier film, dont le titre est ironiquement J'accuse, fait l'objet de boycotts de la part de certaines personnes, mais la raison pour laquelle vous en avez sans doute entendu parler, c'est que grâce à ce film, Polanski a obtenu le César du meilleur réalisateur. Peut-on dire que Polanski est victime de la cancel culture quand il est récompensé avec un tel prix et célébré dans la presse culturelle? Je vois pas à quel moment il a été annulé. À la limite, il a été boycotté par certaines personnes, mais bon, ça semble pas avoir eu plus d'impact que ça. En réalité, il s'avère parfois que les gens qui se font cancel ne sont pas ceux que l'on croit. Et ceux qui s'en plaignent sont rarement ceux qui finissent par la subir. Je peux vous citer en vrac quelques exemples. PPDA, accusé de viol, d'agression sexuelle, de harcèlement, Quotidien lui offre des milliers d'auditeurs et un plateau pour se défendre. Gérald Darmanin, accusé de viol, de harcèlement sexuel, d'abus de confiance, mais aussi d'abus de faiblesse, ministre de l'Intérieur. Et parlons de Zemmour, embauché à CNews juste après la confirmation de sa condamnation pour incitation à la haine islamophobe, candidat à la présidentielle, c'est loin d'être une sanction. On évoque souvent l'annulation, la censure, le boycott pour les personnes accusées et souvent les agresseurs, mais ne devrait-on pas plutôt regarder du côté de ceux, ou majoritairement de celles, qui dénoncent? Elles perdent souvent leur travail, leurs relations, leur réputation, et l'accusation va même parfois jusqu'à se retourner contre elles-mêmes. Qu'est-ce qu'elle faisait là? N'ont-elles pas provoqué? Ou du moins, joué un rôle? Finalement, qui annule qui? Quand, en 2016, le footballeur Colin Kaepernick s'est agenouillé pendant l'hymne américain pour dénoncer les violences policières sur les minorités, il n'a plus été admis à jouer dans aucune équipe de la National Football League. En général, la cancel culture s'attaque aux hommes de pouvoir, et sans pouvoir, les conséquences sont rarement faciles à gérer. L'exemple le plus parlant de l'incohérence des personnes qui critiquent la cancel culture est sans doute la lettre ouverte publiée dans le magazine américain Harper's Magazine et ensuite traduite dans le monde entier en juillet 2020. Cette lettre sur la justice et le débat public réunissait 150 personnalités, de Margaret Atwood à J.K. Rowling. On pouvait notamment y lire « Quelles que soient les raisons invoquées, la conséquence en est qu'il est de plus en plus difficile de prendre la parole sans craindre des représailles. » Sauf que la démarche et le propos de cette tribune semblent assez contradictoires avec la réalité. C'est assez ironique de dire dans un magazine américain de premier plan qu'on est réduit au silence. Et s'il y a bien une personnalité qui incarne cette incohérence, c'est J.K. Rowling. Depuis maintenant quelques années, l'autrice de la saga Harry Potter est beaucoup critiquée, notamment à cause de ses nombreux propos transphobes. Suite au caractère récurrent de ses déclarations, de nombreux fans et acteurs de la saga se sont désolidarisés publiquement de l'autrice. Mais si d'un côté, de nombreuses voix se sont élevées de manière publique afin de dénoncer ses propos, d'autres ont émergé afin de la défendre de manière publique et d'en faire la victime égérie de la cancel culture. C'est propre à chacun d'estimer quand est-ce qu'on est vraiment mis au banc de la société. Mais le fait est que sa fortune, estimée à 670 millions de dollars en 2020, fait encore d'elle une des femmes les plus riches du Royaume-Uni. Et surtout, il semblerait que les critiques à son égard ne l'empêchent pas de faire ce qu'elle a toujours fait, soit sortir de nouveaux ouvrages, ayant récemment publié L'Ikabok, qui s'est retrouvé parmi les livres les plus vendus en très peu de temps. Si les critiques à son égard sont là, son pouvoir l'est au moins tout autant. Je ne nie pas qu'il y a parfois des cas terribles de cancel culture qui pour moi ne devraient jamais
exister. C'est le cas de l'exemple communément donné de Mike Adams, professeur de criminologie à l'université de Wilmington en Caroline du Nord. En juillet 2020, ce dernier s'est suicidé suite au harcèlement et menaces qu'il a reçus sur ses réseaux sociaux à cause de son ironie très politiquement incorrecte. Personne ne mérite un harcèlement de la sorte. Néanmoins, la question n'est pas de savoir si ces très rares exemples sont problématiques. Ils le sont. Mais rien ne prouve qu'ils traduisent un phénomène récurrent. Qu'il y ait des dérives en soi n'a rien de surprenant, c'est malheureusement toujours le cas dans les luttes sociales. Arrivé à ce stade de la vidéo, vous dites peut-être « Quelle woke, elle soutient la cancel culture !» C'est pourquoi j'aimerais m'interroger sur la pertinence de ce phénomène et répondre aux questions « Est-ce que je cancel des gens ? Et est-ce que je suis pour cancel des gens ?» Soyons bien clairs. Dans aucun cas ici n'est-il question de soutenir le cyberharcèlement ou le harcèlement de quiconque. Ne harcelez personne, que ce soit pour le cancel ou parce qu'il a cancel quelqu'un. Un lynchage public n'apporte rien. La cancel culture, c'est avant tout mettre en avant une situation problématique pour s'interroger, permettre aux gens de se remettre en question. Les cas de vrai boycott existent, mais pour moi, c'est plutôt dans des cas de faits avérés de crimes, de discours sexistes, racistes à répétition, etc. Je l'ai déjà dit, mais la cancel culture, comme tout mouvement de société, a des limites et des cas où des extrêmes sont atteints qui sont à éviter. Il ne faut pas tomber dans de l'essentialisme. Croire qu'un seul acte définit entièrement une personne pour toujours et quel que soit le contexte, comme si nous ne pouvions pas changer. C'est légitime de se demander si parce que par erreur, une fois, on a dit quelque chose de sexiste ou de raciste, ça fait de nous une personne sexiste ou raciste. Pour moi, la caractéristique principale qui fait de nous des êtres humains appréciables, c'est le fait qu'on puisse apprendre de nos erreurs. Si l'on ne croit pas à ça, la cancel culture, elle perd son intérêt. Pourquoi dénoncer si on pense que rien ne peut changer ? De même, depuis quelques années, j'essaye d'arrêter d'avoir des avis trop tranchés sur des sujets aussi complexes que celui-ci, par exemple. Et le reproche que l'on peut faire à la cancel culture, c'est justement de parfois trop vouloir catégoriser entre le bon et le mauvais en oubliant toutes les nuances entre. De plus, il y a un autre aspect négatif à l'annulation, le fait que l'on risque d'amplifier un phénomène que l'on vise à critiquer. En effet, pour cancel quelqu'un publiquement, il faut mettre en avant la raison de cette volonté, ce qui signifie mettre l'accent non seulement sur l'acte en lui-même, mais aussi sur la personne. Cependant, dans la majorité des cas, rappelons encore une fois que la cancel culture est souvent le combat d'une minorité face à quelqu'un avec beaucoup de pouvoir. Donald Trump est sans doute l'une des personnes les plus annulées de la Terre. Ça l'a pas empêché d'être élu. Aujourd'hui, il apparaît parfois que la force change de camp, passant de personnes ayant beaucoup de pouvoir à d'autres en ayant beaucoup moins. C'est par exemple le cas avec le hashtag MeToo. Et les gens s'insurgent de cette situation, de cette bien-pensance gauchiste et progressiste, mais ne se sont jamais insurgés quand pendant des années, des femmes, des personnes noires, des gays, etc. ont eux-mêmes dû quitter Internet à cause du harcèlement subi, sans avoir l'avantage d'avoir des fans, des amis, de l'argent pour faire face à la situation. Notons donc que le débat de la cancel culture se crée uniquement dans un sens. Est-ce la cancel culture qui nous fait peur ou le fait que de nouvelles personnes prennent enfin la parole ? J'aimerais aborder rapidement l'éternelle question du faut-il séparer l'homme de l'artiste, du boycott de l'art au-delà de la personne. Selon Hubert Eggman, maître de conférences en littérature médiévale à l'université de Rouen, pour l'art contemporain, l'œuvre ne réside plus en l'objet lui-même, mais en l'expérience que l'objet va créer, ce qui peut conduire à brouiller les frontières entre l'œuvre et la personne de l'artiste. Et c'est pourquoi, dans les cas modernes, il est pour moi difficile, voire incohérent, de détacher l'un et l'autre. C'est le cas pour YouTube, par exemple. Ça me semble impossible de détacher Léo Grasset des vidéos produites sur sa chaîne Dirty Biology, puisqu'il fait lui-même partie de son œuvre. Il me semble quand même qu'au fond de nous, on peut accepter d'apprécier un contenu, un film, un livre, parce que les goûts ne sont pas quelque chose que l'on contrôle. Mais on ne peut pas récompenser l'artiste, le soutenir, comme s'il était une entité entièrement différente de l'homme derrière. De plus, je pense qu'il ne faut pas céder à l'anachronisme. Dès lors que l'on étudie une œuvre du passé, prenons le temps de la juger avec du recul, de nommer ses défauts, mais aussi de comprendre que les critères moraux varient énormément d'une époque à l'autre. Percevons les différences qui prouvent que nous avons évolué, fort heureusement, acceptons leur altérité et confrontons-les à notre identité actuelle. Personnellement, j'aime l'idée qu'on puisse continuer de regarder un vieux film avec un message au début qui explique le contexte et les problèmes de celui-ci. Pour moi, c'est pas de la cancel culture,
c'est de l'apprentissage. Pour conclure, je suis bien loin d'avoir tout abordé, et peut-être que cette vidéo présente des défauts, je le nie pas, c'est un sujet qui est vaste et compliqué. J'espère déjà qu'à l'issue de cette vidéo, il est aussi évident pour vous que ça l'est pour moi que la cancel culture n'est en aucun cas le harcèlement de quelqu'un. Et de la même manière, si vous voulez cancel quelqu'un pour la simple et bonne raison qu'il n'est pas d'accord avec un de vos points de vue, c'est un comportement franchement dangereux ou au mieux naïf que je ne promeus en aucun cas. Je pense, en tout cas j'espère, que les gens peuvent apprendre de leurs erreurs et c'est pour ça que je cautionne pas trop l'idée de remonter à outrance les tweets d'une personnalité qui nous plaît pas pour trouver une erreur, une fois, sans le contexte, pour nuire à celle-ci. Tout est une question de dosage. Il n'est pas question de tomber dans la caricature d'un côté comme de l'autre. De même, il n'est pas question de traiter de la même manière quand d'un côté il y a des enquêtes criminelles et de l'autre un seul tweet problématique. Parfois, il est simplement nécessaire de souligner la faute pour que la personne la comprenne et prenne le temps, on l'espère, de la corriger à l'avenir. C'est quand il y a répétition ou comportement dangereux qu'il est question d'autre chose. Enfin, si certains réseaux sociaux ne sont pas vraiment des lieux adaptés pour débattre, on n'a pas tous la chance d'avoir accès aux médias traditionnels pour faire une tribune structurée et argumentée. Chacun a le droit de ne pas adhérer à une pensée et de l'exprimer, bon, hormis ce qui sort du cadre de la loi, bien entendu. C'est pourquoi je ne suis pas pour une police de la pensée, comme certains aiment le dire. Vous commencez à le comprendre, j'espère. J'apprécie le débat d'idées. Je trouve ça cool et enrichissant. La cancel culture pose des questions qui, je pense, sont des bonnes questions. Elle interroge sur le boycott, sur la philosophie de la morale, sur ce qui est bon et ce qui ne l'est pas, sur notre impact individuel sur la société, sur l'impact des entreprises, sur notre rapport à l'histoire, aux autres. Je pense que le fait que la cancel culture fasse débat est un point extrêmement positif. Discutons d'inclusion et du rôle de chacun, mais ne transformons pas un débat initialement riche et productif en un débat stérile sur qui est le plus stupide. Ne nous positionnons pas forcément pour ou contre la cancel culture, mais plutôt pour une diversité des points de vue en respectant les gens. En résumé, la cancel culture, c'est arrêter de soutenir et promouvoir des personnes qui ont des comportements dangereux et fondamentalement mauvais. C'est pas détruire des vies ou supprimer l'histoire, ça n'a pas vocation à effacer le passé ou à cancel des gens pour le plaisir, mais au contraire à ouvrir la place à des personnes qui ne l'ont jamais eu jusqu'ici. Et l'intérêt aujourd'hui serait d'apprendre à avoir des vraies conversations sur les sujets de société que ça révèle. En fait, pour moi, c'est pas de la cancel culture, c'est simplement de la décence et de la morale. Si on a les moyens, l'argent, le temps et l'accès à des options qui permettent de ne pas soutenir des personnes problématiques et de discuter avec des gens qui ont des propos parfois douteux sans même s'en rendre compte, pourquoi pas le faire ?